soumis au conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plusieurs dizaines de candidats sont suspendus pour une longue durée. D'autres ont reçu une réprimande. Ces derniers donc sont autorisés à repasser l'examen l'année prochaine. Un verdict qui, selon le conseil de discipline, envoie un message clair pour préserver la crédibilité des diplômes. Le conseil s'est réuni le jeudi 14 novembre. Koumba Sandiane Faye. Koumba Sandiane Faye dans un instant qui nous parle des cas de fraude du baccalauréat 2024. Nous aurons l'élément dans un instant. En attendant de retrouver Koumba Sandiane Faye, restons dans le monde universitaire. Allons à Bambey où les enseignants de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale ont décrété un mot d'ordre de grève de 2 jours à compter de ce mercredi 20 novembre. La section SAES de l'ISFAR exige la satisfaction des 5 points de revendication contenus dans sa plateforme. Babacar Diouf. À travers ces 2 jours de débrayage, ces enseignants déplorent le refus des autorités rectorales à remettre à l'ISFAR le matériel de laboratoire actuellement stocké sur le site de Ngoundiane. Ils ont aussi constaté, pour le regretter, le retard dans le remplacement des PATS et pairs partis à la retraite. Les enseignants de l'ex-École nationale des cadres ruraux de Bambey exigent la rémunération des intervenants aux formations payantes. Ils n'ont pas oublié d'exiger la fin de ce qu'ils appellent une dynamique de blocage du bon fonctionnement de l'ISFAR. Le dernier point n'est pas des moindres. Les enseignants de l'ISFAR accusent le rectorat de vouloir bloquer la gestion des fonctions de service malgré la délibération du conseil d'établissement. Le professeur Ibrahima Faye, recteur de l'université Alioune Diop, balaie d'un revers de la main et lance au bout du fil: rien de tout cela n'est fondé. C'est parce que les collègues manquent d'informations et je compte les rencontrer demain. Juste pour dire que des solutions sont envisagées. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Et nous revenons sur le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop qui s'est réuni le 14 novembre dernier pour statuer sur les cas de fraude au baccalauréat de 2024. Les sanctions dans ce reportage de Koumba Sandiane Faye que nous n'aurons définitivement pas dans cette édition. Parlons maintenant de cette nouvelle taxe instituée par l'État du Sénégal pour financer la commission de régulation du secteur de l'énergie. L'État fixe une nouvelle taxe aux pétroliers. Seulement, voilà, ces derniers se disent opposés à la mesure. C'est parce que cette mesure pourrait affecter gravement leur marge. Sujet que nous retrouverons également dans un instant. RFM, la radio de toute l'actualité. Politique, le Fouta a résisté à la vague PASTEF malgré les transhumances vers le parti au pouvoir à la veille des élections législatives. Les départements de Matam, Ranérou et Kanel ont été remportés par la coalition Taku Wallu Sénégal. Des responsables politiques de la région de Matam qui ont transhumé se prononcent sur leur défaite. Ils disent ne rien regretter et évoquent même pour certains des achats de conscience. Ali Bandelnion. Leur défection de l'APR n'aura pas finalement favorisé la liste de PASTEF, encore moins celle de Diama Akindjerigne. Amadou Samba Kane, Abou Diallo Balel, Amadou Kane Bergaman, Abdoulaye Salissal, de grands noms du landerneau politique de cette dernière décennie. Ils ont gagné leur centre de vote, certes, mais perdent pour la première fois leur commune. Pour Abdoulaye Salissal, le maire de la grande commune de Nabadji Civol, c'est l'achat des consciences de la part de Farbangom qui justifie bien sa défaite. Il y a eu un jeu de poker. Farbangom s'est permis, avec l'argent sale qu'il détient, de venir blanchir cet argent pour les populations de Nabadji Civol en achetant tout le monde. À titre d'exemple, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous savez très bien que dans cette commune, Farbangom a eu à offrir 13 forages. Il a offert 14 ambulances, sans compter le nombre de véhicules offerts aux personnes qu'il a achetées. C'est vous dire qu'il n'a pas dépensé moins de 3 milliards de francs dans cette commune rurale du Fouta. Il y a eu un achat de conscience massif à partir de l'argent de l'État volé. D'ailleurs,
moi j'ai saisi la CENTIF officiellement. Seulement, Abou Diallo Balel, lui, se réjouit des résultats obtenus. Le maire émigré de Ogo dit n'avoir aucun regret d'avoir choisi le camp de Amadouba. Je suis très satisfait des résultats. La population continue de faire confiance au président Macky Sall. D'ailleurs, moi, c'est pas mon cas, moi j'ai tourné cette page. Les résultats m'ont pas surpris. De Dabia à Faboli, j'étais le seul capitaine de mon sort. Ça a donné ce que ça a donné. Mais Ali, pour te dire que si ça a recommencé, je le ferai. Je remercie le président Amadouba de m'avoir choisi et pour te dire que j'ai pas les regrets. Absent de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin, Maître Malick Sall gagne pourtant le village de Danchadi. Mais elle perd la commune de Ogo derrière son rival depuis la paire. Autre défection, mais avec une autre lecture, celle de l'inspecteur des impôts et domaines d'Ibissi de Horéfondé. De 93 voix, Pastef réalise 1400 voix dans son village. Matama, Ali Bandelian, RFM. De l'autre côté, les responsables restés fidèles à l'ancien président de la République, Macky Sall, expliquent leur victoire par une fidélité de leur base. Ils révèlent également des frustrations accumulées par les populations. Écoutons à ce sujet Maître Moussa Bokar Thiam, maire de Ourossogui et membre de la coalition Taku Wallu Sénégal, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Les travaux qui étaient juste à la finition, en finition du moins, sont à l'arrêt. Donc, dans ce contexte-là, et sans compter l'ISEP de Matam à l'arrêt, donc tous ces travaux-là étant à l'arrêt, les populations sont frustrées. À visite du président aussi. Et pire encore, même du point de vue sentimental, lorsqu'on a eu des problèmes liés à la crue du fleuve, le président Diomaye Faye s'est rendu à Kédougou, il s'est rendu à Bakel, et il n'a pas mis les pieds dans la région de Matam. Et ça, c'est une situation complémentaire. Et même le Premier ministre, ayant fait 2 jours dans la région en pleine campagne, il n'a pas daigné faire une visite le long du Dané Mayo pour soulager les populations. Donc ces blessures-là sont encore là, ces blessures sont encore visibles, et raison pour laquelle, effectivement, les populations leur ont montré que nous restons fidèles au régime du président Macky Sall, qui au moins pensait à nous, qui au moins avait lancé des grands travaux qui vont transformer le Fouta, contrairement au régime en place. Évoquons maintenant les listes qui avaient été présentées par des professionnels lors de ces législatives. Elles n'ont pas eu les résultats attendus, même si les populations n'ont pas adhéré aux différents discours des candidats. Ces listes se disent tout de même satisfaites de leur participation. Famadione. Il aurait aimé être la voix des artisans à l'Assemblée nationale, mais la razzia du parti Pastef a anéanti son objectif. À l'heure du bilan, au sein de Ande Dolel Ligue-Kati, c'est une satisfaction. Insa Dieye est la tête de liste nationale. La liste Ande Dolel Ligue-Kati ADL est une première au Sénégal. Une liste sans aucune coloration politique. Une liste regroupant des travailleurs participés aux élections législatives pour avoir des représentants à l'Assemblée nationale, pour faire retentir un débat économique à l'hémicycle, apporter notre expérience dans le cadre du développement du Sénégal. C'est notre souhait. C'est un bilan de satisfaction. Vu que nous ne sommes pas un parti politique, nous n'avons pas rencontré aucun souci, aucun problème durant toute notre campagne. Une autre liste consacrée au secteur privé qui n'a pas obtenu les résultats escomptés. Il s'agit de la liste Comcom Andinjereñu Rewmi. La bonne marche du secteur privé, c'est leur leitmotiv. Là aussi, on ne retient que du bon. Birane Yawane, la tête de liste nationale. Mais il faut bien noter que c'est pour la première fois que le secteur privé opérationnel, à travers ma modeste personne, participe à des joutes électorales ici au Sénégal. Nous avons quand même sillonné tout le pays de long en large, et puis pour convaincre nos partenaires naturels qui sont dans des marchés, qui sont dans des lieux de commerce. Donc c'est séduisant, c'était quand même de parcourir le Sénégal de long en large, rencontrer des populations quand même qui vivent quand même dans des difficultés. Sur les 41 listes, beaucoup représentaient des secteurs bien définis, des listes professionnelles. Au final, ils n'ont pas obtenu grand-chose. Les complaintes reçues des acteurs des secteurs seront certainement défendues, peut-être lors de la 16e législature. RFM,
L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Cette fois-ci, c'est la bonne. Parlons des cas de fraude au baccalauréat 2024 avec les sanctions qui sont tombées à l'issue de la réunion du conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop. C'était le jeudi 14 novembre dernier. Vous vous souvenez certainement ces candidats qui avaient été exclus en raison des téléphones portables qu'ils avaient par devers eux. On revient sur ces sanctions et sur ces circonstances avec Koumba Senden Faye. Les membres du conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, habilités à se pencher sur les cas de fraude des examens, ont pris des décisions variées selon la gravité des infractions. Pour ce qui est du baccalauréat de 2024, des sanctions adaptées à chaque infraction. Les 32 candidats ayant utilisé leur téléphone, soit individuellement, soit via des groupes WhatsApp, ont été sanctionnés avec une interdiction de 2 ans avant de pouvoir se représenter à l'examen du baccalauréat. 38 autres candidats impliqués dont des cas de tricherie avec des documents non autorisés ont également reçu une suspension de 2 ans, ce qui confirmerait la rigueur du conseil face à ce type de manquement. Donc 70 candidats sur les 185 qui ont été interpellés lors du baccalauréat pour fraude vont devoir rester 2 ans sans faire le baccalauréat. Pour les cas de détention de téléphone portable, les 115 candidats concernés ont écopé d'une réprimande, mais ils seront autorisés à repasser le baccalauréat dès 2025. Le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est réuni le jeudi 14 novembre pour examiner 185 dossiers disciplinaires soumis par les établissements et l'office du baccalauréat. Ces affaires, toutes liées à des irrégularités lors des épreuves du baccalauréat, ont été réparties en 3 catégories principales. Détention de téléphones portables dans les centres d'examen. Pour ce type d'infraction, les cas sont au nombre de 115. Utilisation de téléphones portables, y compris dans des groupes WhatsApp, 32 cas. Tricherie avec des documents non autorisés, 38 cas. Selon le rapport établissant ces cas de sanction, un verdict qui envoie un message clair. Toute tentative de fraude sera systématiquement sanctionnée dans le but de préserver la crédibilité des diplômes délivrés par les universités sénégalaises. Nous pouvons également revenir sur cette nouvelle taxe instituée par l'État sur les pétroliers en vue de financer le fonctionnement de la commission de régulation du secteur de l'énergie. Les pétroliers disent niet à cette redevance qui va, selon eux, rogner davantage leur marge déjà faible. Mohamed Ali Mouba. Fanta Madi Diaité est formel, pas question de grignoter davantage sur les marges des pétroliers dont les comptes d'exploitation virent presque au rouge. Fanta Madi Diaité est secrétaire général de l'association des pétroliers du Sénégal. Et bon, quand on considère que déjà les marges sont très faibles, il y a les frais de fonctionnement de Dakar Hydrocarbures, qui est aussi l'administration douanière qui nous gouverne. Donc on considère que déjà ne pas augmenter les marges et créer aussi, prendre des dispositions qui grèvent nos marges, nous avons considéré que c'est inacceptable. Nous ne sommes pas dans une logique de guerre. Parce que, nous sommes toujours dans la logique de concertation et de partenariat avec le ministère de tutelle. La taxe introduite par l'État du Sénégal devrait servir à financer le fonctionnement de la Commission de régulation du secteur de l'énergie, CRSE. Mais Bachir Dramé, expert pétrolier, demande à l'État de trouver d'autres niches. Est-ce qu'il faut le répercuter aux consommateurs? Bon, c'est ça la position de certains pétroliers. Mais ça aussi, ça va être extrêmement difficile. Mais dans un cas comme dans l'autre, à mon avis, il faut plus d'implication, plus de discussion, plus d'échanges avec les pétroliers. Parce qu'il n'y a pas assez de communication. C'est-à-dire, quand les gens se lèvent pour mettre en place, pour ressusciter un décret, ça leur pose problème. Alors que les gens peuvent discuter en amont et trouver les bonnes formulations. Les différentes parties se retrouvent en tout cas dans les prochains jours pour prendre une décision, mais les pétroliers campent sur leur position de départ. Ce que nous pouvons vous dire, c'est dans tous les cas, nous ne pouvons pas prendre ces charges en compte dans notre exploitation parce que déjà, nos marges ne nous permettent pas de rentabiliser nos affaires ni de payer toutes nos charges. Donc aujourd'hui, une charge supplémentaire sans une augmentation des marges, c'est quasi impossible.
Donc la décision, elle est prise, elle est unanime chez les pétroliers. Les différentes associations se sont concertées et nous avons jugé que nous ne pourrons pas supporter ces charges supplémentaires. Si la taxe est maintenue et que les pétroliers refusent de la porter, elle pourrait être directement imputée aux consommateurs. Et là, c'est le prix du carburant, l'essence et le gasoil par exemple qui pourraient être impactés. À 12h16, venons-en maintenant à la situation hydrologique du fleuve Sénégal qui est actuellement favorable avec une tendance baissière. Selon le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour des localités comme Saint-Louis et Podor. Il souligne aussi que les lâchers d'eau sont arrêtés au niveau du barrage de Manantali. Écoutons Bakary Fati, interrogé par El Hadj Ndiogoudiène. Les craintes peuvent être levées maintenant parce que quand on sait qu'au niveau des stations les plus aval, la baisse a commencé depuis ces dernières 72 heures. Ça, il faut noter ça. Donc je crois que ça c'est une excellente nouvelle pour des gens qui craignaient avoir une situation de débordement à Saint-Louis. Saint-Louis actuellement on est à 1 mètre 40 cm alors qu'il était en train de monter, mais maintenant c'est une baisse depuis ces 3 derniers jours. Au niveau des stations de pluie en amont, Bakel, c'est une tendance baissière depuis et puis de manière très considérable. Podor également qui était en situation de hausse et en baisse actuellement. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau pour la situation hydrologique. Et concernant le barrage de Manantali, est-ce que les lâchers d'eau continuent toujours ou pas? Non, en fait, si vous voyez même à Bakel, on est à 3 mètres 66 cm. Donc, on est largement en dessous de la cote d'alerte qui est de 10 mètres. Vous voyez, donc, il n'y a plus de crainte venant du barrage. Il ne peut pas y avoir de situations extraordinaires qui peuvent occasionner des remontées à ce niveau. Bon, les lâchers, si les lâchers continuent, le niveau allait être plus que ça. Mais il n'y a plus de lâchers parce que donc il n'y a pas d'apport qui puisse faire. Parce que vous savez, les lâchers, ce qui a justifié cela, c'était qu'il y avait des consignes de barrage. Donc, au-delà de 208 mètres 0,5 cm, il fallait procéder à évacuer le trop-plein, le surplus. Et maintenant, il n'y a plus ça, donc il ne peut pas y avoir de lâcher, Parlons maintenant du principal affluent du fleuve Sénégal, la Falémé, qui est aujourd'hui au cœur d'une crise environnementale sans précédent. L'orpaillage a entraîné la pollution massive du fleuve, rendant l'eau impropre à la consommation. Cette exploitation a un impact direct sur les activités agricoles et maraîchères des populations riveraines. D'où le cri du cœur du président du collectif des 7 communes situées sur la rive. Idrissa Malalou lance un appel à tous les nouveaux députés face à cette urgence dans cette correspondance de Pape Ousseynou Diallo. Le niveau de destruction du fleuve la Falémé est alarmant et personne ne peut plus avoir de l'eau potable, fustige Idrissa Makalou. Il est le président du bureau d'annexe Sauvons la Falémé. 7 communes sur les rives la Falémé, pour nous, les 7 communes situées sur la rive de la Falémé se sont unies pour réclamer de l'eau. L'eau de la Falémé est polluée à cause de l'orpaillage entretenu par les Chinois. Nous n'avons plus d'eau. Vraiment, aidez-nous à avoir de l'eau. L'impact de cette pollution nocturne se fait sentir de manière significative sur le maraîchage. Les activités de maraîchage sont suspendues. On utilisait l'eau de la Falémé pour arroser les cultures maraîchères. L'autre doléance des populations riveraines du fleuve de la Falémé a entré à l'état chaotique des routes menant vers leur localité. La zone est complètement enclavée. Sortir ou entrer relève d'un véritable parcours du combattant, surtout en période hivernale. Pour toutes ces raisons, les populations riveraines de la Falémé lancent un appel pressant aux tout nouveaux députés. Nous sollicitons des tout nouveaux députés de penser à nous, de penser à la Falémé. Nous sommes vraiment fatigués. Il était une fois la Falémé une source de vie pour les populations installées sur ses rives, agriculture, pêche et autres activités, sans compter l'approvisionnement en eau à usage domestique que permettait la proximité avec le cours d'eau, sont en train de péricliter allant tout droit vers l'anéantissement. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, Radio Futur Média. Vous avez dû rectifier le président du collectif des 7 communes situées sur la rive de la Falémé s'appelle Idrissa Makalou et non Malalou.
Avant de boucler la première partie de cette édition sur donc un mot sur Novembre Bleu, une journée de dépistage est organisée aujourd'hui dans les différents hôpitaux de Dakar. À Abass Ndao, le médecin urologue apprécie l'affluence constatée ce matin. Les personnes âgées sont venues en masse pour connaître leur état de santé. Écoutons Dr Idriss Ngom, chef du service d'urologie au centre hospitalier Abass Ndao, au micro de Ndeye Ndoumbe Diop. On est au mois de ce qu'on appelle le mois de novembre. C'est presque le mois des cancers urologiques. Et parmi ces cancers-là, le cancer de la prostate est au premier plan. Et on sait que c'est un cancer qui est le plus souvent dépisté, diagnostiqué très tard dans nos régions, au stade de métastase où on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire en général, c'est ne serait-ce que retarder l'évolution de la maladie. Donc pour avoir des malades qui sont curatifs, il faut faire ne serait-ce qu'un dépistage, mais dépistage individuel. Donc on a saisi l'occasion de ce mois-là pour organiser un dépistage et permettre à nos parents, à nos frères de pouvoir venir se dépister. Déjà la consultation est gratuite. Également de faire un examen, ce qu'on appelle le PSA total, c'est un examen c'est un antigène qui est un peu spécifique à la prostate et qui nous permet d'avoir une orientation sur le plan diagnostique après et sur le plan peut-être thérapeutique. Donc, et le PSA qui est le plus souvent facturé dans la plupart des laboratoires à 15 000 francs, on a eu des tests qu'on a eu nous-mêmes et actuellement, on le fait gratuitement. Donc, c'est un examen, on examine le malade, un examen complet sur le plan urologique. Et après, on leur prescrit un bulletin. Ils vont au laboratoire actuellement. On leur fait le prélèvement gratuitement. Et dès qu'on aura les résultats, on a des fiches de recueil. On va appeler presque tous les patients. Et après, on va faire une réévaluation et voir après quelle est la conduite à tenir pour chaque patient. RFM. L'actualité internationale. Le journal international, avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Mali, l'armée neutralise un groupe terroriste dans la région de Bandiagara, dans le centre du pays. Une annonce du chef d'état-major à travers un communiqué. La neutralisation a eu lieu samedi dernier. Selon l'état-major, les forces aériennes ont mené des frappes ciblées avec précision permettant de détruire les positions terroristes et de neutraliser leurs membres. Ce groupe terroriste responsable de violentes attaques contre plusieurs villages et communautés locales était impliqués dans les enlèvements d'animaux, des intimidations de population et des attentats ciblant des villages. Au Mali toujours, les services douaniers ont déjoué une importante tentative de transfert illégal de devises. Ils ont réalisé une saisie à l'aéroport international de Bamako, 1 270 000 € dissimulés dans 2 paquets soigneusement emballés. Le suspect principal, un ressortissant malien, avait sollicité l'aide d'un complice muni d'un badge d'accès espérant ainsi contourner les contrôles douaniers. Le complice a tenté de fuir mais a rapidement été appréhendé et remis aux autorités compétentes. Au Burundi, plusieurs centaines de détenus libérés de la prison de Muramouya. 477, c'est dans le cadre d'une mesure de désengorgement des centres de détention du pays. La procédure concerne toutes les personnes incarcérées pour délits mineurs. Sur un total de 13 221 prisonniers, 5 442 seront libérés, soit 41% de la population carcérale. En République démocratique du Congo, ouverture hier du procès sur les surfacturations d'1 millier de forages d'eau. L'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi n'est plus inquiété. Il est mis hors de cause par le procureur. En revanche, son ancien collègue du développement rural, François Roubota, est entendu devant la Cour de cassation, tout comme un homme d'affaires, Mike Kazenga, à la tête de Steve Construct Cameroun SARL. Ils sont accusés de détournement de deniers publics. Le préjudice est évalué à 47 millions de dollars dans le cadre d'un contrat signé en 2021. Au Somaliland, le leader de l'opposition, Abdurrahman Mohamed Abdoulaye, a remporté l'élection présidentielle de mercredi dernier. Plus connu sous le nom de Hiro, le chef du parti national Wadani a battu le président sortant Muse Bihi Abdi. Selon le média Garo Online, il a obtenu 64% des voix contre 35% pour son adversaire. Le Somaliland, territoire sécessionniste de la Somalie, jouit d'une autonomie de fait depuis 1991, mais il n'a été reconnu par
aucun pays. Le Proche-Orient, pour terminer, plus de 200 enfants tués au Liban en moins de 2 mois, soit en moyenne plus de 3 par jour. L'alerte est de l'UNICEF. Lors d'un point de presse à Genève, le porte-parole de l'UNICEF, James Elder, a déclaré que ces morts sont accueillis avec inertie par ceux qui sont en mesure de mettre un terme à cette violence. Merci, Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec nos deux intervenants du jour dans notre rubrique Point de vue, à la fin de cette édition, nous débattrons de l'alternative politique qui se présente devant le président du parti PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, soit garder son poste de Premier ministre, soit prendre le perchoir à l'Assemblée nationale. Et pour en parler, nous serons avec Abdou Fattah Fall, analyste politique, et Papa Amadou Fall, analyste politique également, directeur de publication du magazine La Gazette. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Le Sénégal croise le Burundi ce soir au stade Abdoulaye Wade. Ce sera pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 prévue au Maroc. Le Sénégal qui est assuré de finir à la première place de son groupe, mais veut finir avec la manière. Comment jouer face à cette équipe du Burundi déjà éliminée? Tassirou Diallo, journaliste, Tassirou Diallo, consultant et entraîneur de football, répond aux questions de RFM ce matin. Moi, je crois que non. Félicitations à Patrick. Il faut continuer aussi à être un très bon entraîneur. Un très bon entraîneur, c'est quoi? C'est continuer de jouer et de mettre ceux qui doivent jouer à la place pour permettre à l'équipe aussi de gagner en grandeur, de monter en puissance. Je crois que c'est ça qui est normal et que pas d'être ici et devoir essayer à gauche, essayer à droite. Non, il faut continuer sur une lancée pour que les autres équipes aussi nous respectent encore. Pour ce match, comment les Lions du Sénégal doivent-ils aborder la rencontre face au Burundi? D'être combatif, gagner, être respectueux envers l'adversaire, respecter l'adversaire et aussi un score bien déterminé. À corriger, c'est à partir du milieu de terrain et de la défense. On a des attaquants, mais il faut que nos milieux de terrain récupèrent beaucoup de ballons pour les défier à nos attaquants. Et les défenseurs aussi, il faut qu'ils soient encore beaucoup plus combatifs dans le dernier tiers pour ne pas encaisser ce début. Alors, entre le coaching de Aliou Cissé et celui de Pape Thiaw pour ces 3 matchs à la tête de l'équipe nationale, est-ce que vous, en tant que technicien, vous avez vu des changements, de nouvelles choses, ou c'est de la continuité seulement? Mais je crois que c'est pas le moment pour qu'on voit un changement, parce que aussi tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que c'est une continuité. Sur cette continuité, il faut qu'on soit encore beaucoup plus loin pour pouvoir déterminer les hauts et les bas. L'équipe nationale du Sénégal donc qui a décidé d'inviter officiellement le lutteur et combattant de MMA Reug Reug qui a remporté récemment le titre de champion du monde dans sa catégorie des poids lourds comme étant l'invité d'honneur de l'équipe nationale du Sénégal. Il va également présenter sa ceinture mondiale au public du stade Maître Abdoulaye Wade à 19h. Le programme dans les autres pays, l'Égypte qui reçoit l'équipe du Botswana, la Mauritanie joue contre le Cap-Vert, l'Éthiopie en déplacement pour défier l'équipe de RD Congo, la Tanzanie joue contre la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau joue contre le Mozambique, Eswatini en déplacement pour défier le Mali et l'équipe du Cameroun qui jouera contre le Zimbabwe. Basketball, l'AS Ville de Dakar est un regroupement fermé en vue des championnats d'Afrique des clubs champions. Les champions du Sénégal sont en regroupement avec 90% de l'effectif sous les ordres de staff technique pour préparer cette compétition prévue au mois de décembre, exactement du 6 au 15 à Marius Ndiaye, le président du club de la Ville de Dakar, Yatma Diaw, nous a fait le point de la préparation de cette compétition ce matin. Par rapport à l'effectif, je pense qu'on peut dire que les 90% de l'effectif sont là. Donc, la semaine passée, on a eu l'arrivée de Fatou Pouy, l'international Fatou Pouy, qui a rejoint l'équipe. Donc, ce week-end, il y aura l'américaine Cooper et l'autre Case qui seront là ce week-end-ci, donc pour compléter le groupe. Donc, le groupement se passe bien. L'équipe s'entraîne 2 fois par jour. Donc, ils sont en regroupement fermé. Le moral est bon. Ils travaillent bien.
Et j'espère qu'au jour J, elles seront sur pied pour défendre les couleurs du Sénégal. Est-ce que vous avez prévu dans le plan de préparation des matchs de préparation avec les équipes du Sénégal ou bien vous allez juste vous entraîner entre vous? Non, on fait des matchs d'entraînement, surtout avec les cadets garçons, parce que comme vous le savez, le championnat n'a pas encore démarré. Donc les filles sont obligées de jouer avec des équipes, les cadets surtout de ville de Dakar, de la S-Pop. Donc c'est des matchs qui leur permettent quand même d'être en jambes. Et par rapport à l'organisation, est-ce que tout se passe comme vous l'avez prévu? Oui, pour l'essentiel, nous avons fait les réservations au niveau des hôtels avec l'appui de la carte. Donc, il y a aussi le transport qui est réglé. Donc, les modalités aussi d'organisation par rapport à FIBA Afrique aussi, les droits ont été réglés. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Donc, ce qui reste, c'est de faire un appel au public sénégalais pour qu'il puisse venir à Marius Ndiaye accompagner l'AS Ville de Dakar, qui, au-delà de Dakar, va représenter tout le Sénégal par rapport à ces championnats d'Afrique des clubs. Voilà, Suleiman, c'était tout pour les sports. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, partout, tout le temps. Notre dossier politique du jour, dans l'attente des résultats officiels des élections législatives de dimanche dernier, le monde du travail attend aussi avec impatience l'installation de la prochaine législature. Après les conclusions des assises de la justice, plusieurs textes d'application relatifs au code du travail ou à la sécurité sociale sont attendus. Un sujet d'Anna Rocha. Au-delà des questions politiques, les dernières assises de la justice étaient aussi l'occasion de se pencher sur les réformes du monde du travail. Et parmi la dizaine de mesures phares contenues dans les recommandations remises au président Diomaye en juin dernier, il y a notamment la question des tribunaux du travail. Eliman Diouf est le secrétaire général de la CSA, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Comment faire en sorte que les tribunaux du travail soient relookés pour que les décisions de justice favorables aux travailleurs soient véritablement exécutées? Comment renforcer les moyens de ces tribunaux du travail? Comment donner à nos mandataires et nos assesseurs dans ces tribunaux du travail vraiment des statuts qui leur permettent vraiment de mieux assister le monde du travail. Faire en sorte également pour que cette mandature permette d'aller au-devant des préoccupations du monde du travail en diligentant effectivement les textes d'application liés aux révisions du Code du travail, à toutes les modifications, la réforme sur la sécurité sociale dans notre pays. Les attentes de Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS, portent surtout sur les politiques publiques que le gouvernement va proposer avec cette majorité qualifiée à l'hémicycle. Sur la question de certains fonctionnaires, au niveau de la fonction publique, il y a une catégorie d'agents affiliés à l'EPRES. D'autres sont au FNR. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'EPRES, une fois à la retraite, vivent un calvaire. Et nous avons tout le temps réclamer une certaine équité entre les fonctionnaires affiliés à l'EPRES et au FNR. Nous pensons que pour cette fois-ci, l'Assemblée nationale va prendre des décisions qui mettront à niveau les fonctionnaires au niveau de l'EPRES et au niveau du FNR. Et comme de nombreux Sénégalais, la classe syndicale également attend une rupture effective à l'Assemblée nationale, des députés présents et des débats démocratiques. RFM, la presse du jour. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Législative provisoire, PASTEF prend 40 départements sur les 46. La coalition au pouvoir créditée de 132 sièges. Takwalou 16, Yamak Nyering 17, Samasaka 3. Les travaux de la Commission nationale de recensement des votes démarrent ce mercredi. Le travaux selon le journal Li Quotidien. Vox Populi note que PASTEF table sur une majorité de 132 députés, 102 issus de la razzia départementale et 30 sur la liste nationale. Conclusion de l'AS, PASTEF obtient une majorité absolue avec 131 députés, mais le journal Les Échos nous dit que Matam, Goudiri, Podor, Gossas et l'Afrique centrale ont résisté. Macky Sall a conservé toutefois cette partie du Sénégal. Amadouba a créé la surprise à Podor en écrasant la paire. Farbangom a humilié Maître Malik Sall, Abdoulaye Salih Sall et les autres transhumants. Enquête fait lui aussi le zoom sur les rescapés, les rares responsables à avoir tenu tête à PASTEF dans le Fouta. Il s'agit de Farbangom, Daoudadia, Moussa Bokar Thiam,
Moridiao qui se sont imposés face aux transhumants. Au sud-est, Goudiri est resté fidèle à Macky Sall. Le quotidien en sort alors les bulletins de renseignement. Sonko termine le travail de la présidentielle. La famille libérale, c'est des retrouvailles en décomposition. La bataille pour les plus forts reste commence désormais. Sud Quotidien parle d'inéluctable recomposition de la scène politique. Quelle place de Sonko dans cette recomposition? Eh bien, Sonko fait face à un dilemme stratégique selon l'Observateur. Le leader de PASTEF entre le poste névralgique de la primature d'où se déploient les grands chantiers de la politique publique et le perchoir de l'Assemblée nationale qui lui permettrait d'asseoir la profondeur de ses convictions sur le terrain législatif et de symboliser la verticalité de son influence. Mais Alioune Tine ne doute pas d'un remis quotidien. Il pense que Ousmane Sonko doit aller au perchoir. Cela permettrait, selon lui, d'éviter toute forme de dualité. Chaque acteur dirigerait alors un pouvoir distinctement, confirme le politiste Maurice Soudieck-Don dans le même journal. Dans le journal Tribune, Alioune Tine demande à Sonko de faire un break. Moins de paroles, plus de travail désormais. Il faut réconcilier aussi, apaiser, rassembler. Maintenant, plaît-il encore, la rupture, c'est avec tous les Sénégalais. Tribune nous dit d'ailleurs que le peuple sénégalais attend des actes forts. Le Soleil, dans ce qu'il appelle les enseignements d'un scrutin, nous dit qu'il y a des identités remarquables à l'image de Tahirou Sarr, Mohamedou Madana Kane ou encore Mamadou Salif Sow. Commentaire de Sucré et Salé, Sonko et les casseroles du peuple. Après sa jubilation de la nuit du dimanche dernier, le Premier ministre doit se trouver actuellement devant un gros casse-tête. Qu'il décide de migrer vers l'Assemblée ou de rester au Petit Palais, il lui faudra faire des choix qui vont influer sur les 5 prochaines années de sa vie et de celle du peuple sénégalais. Or, le peuple également lui présente des casseroles, pas celles qu'il lui avait demandé de faire résonner pour combattre Macky Sall, non, mais des casseroles vides qui ont besoin d'être remplies de condiments et qui ne peuvent rester longtemps vides. Et c'est à lui, Sonko, de voir comment les remplir. Commentaire de Mohamed Gueye, 5 ans pour tenir les promesses, eh bien ça démarre. Le commentateur note que de manière concrète, après son triomphe du week-end, le peuple attend de Ousmane Sonko qu'il utilise les clés qui lui ont été confiées pour ouvrir les bonnes portes. On a suffisamment dit que les changements ou que le changement tant attendu depuis 8 mois se fait toujours attendre. Les électeurs ont voulu exprimer leur confiance en ceux qu'ils croient à même de les sortir de la situation pénible dans laquelle le pays se trouve. Depuis plus d'un an, la situation économique se dégrade, mais l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye semble avoir exacerbé la situation. C'est dans ces circonstances que Madiambal Diagne, ancien administrateur général du groupe Avenir Communication, révèle que le Sénégal s'est retrouvé en défaut de paiement de la dette extérieure le 15 novembre dernier. M. Diagne ajoute dans son post sur Twitter que le ministre des Finances a pu payer une partie des 130 milliards et négocier un différé par un différé pour un mois. Une situation tellement inédite qu'elle envoie un message inquiétant. Depuis son indépendance, le Sénégal a toujours veillé à respecter deux choses en matière de finances publiques, eh bien le paiement de la dette extérieure et le versement des salaires dans la fonction publique. C'est dire donc que le Sénégal se trouve à un carrefour. Et puis sport pour terminer, CAN 2025, Sénégal-Burundi ce soir à Diamniadio. Terminer la mission en beauté, plaide le journal Le Quotidien. Le journal Le Soleil nous dit que les Lions sont prêts à terminer l'année en beauté. Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions du Sénégal, donne sa parole. Il dit qu'il faudra finir sur une note positive et continuer sur les qualifications pour la Coupe du Monde. Pape Diaw, entraîneur par intérim, se confie au journal sur ça. Il dit on a envie de faire un gros match contre le Burundi. C'est ce soir à Diamniadio à 19h, temps universel. Bon lecture à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. – 12h39. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Dans les 10 prochaines minutes, nous allons débattre de ce dilemme cornélien qui se présente devant le Premier ministre Ousmane Sonko. Va-t-il garder son poste de chef du gouvernement ou va-t-il aller présider l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections largement remportées par PASTEF et ses différentes listes nationales et départementales. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Abdou Fatah Fall, analyste politique. Abdou Fatah Fall, bonjour. Bonjour. Également en ligne avec nous, Pape Amadou Fall, analyste politique, par ailleurs directeur de publication du magazine La Gazette. Pape Amadou Fall, bonjour.
Bonjour Suleiman. Je commence avec vous. Quels sont les paramètres qui vont peser dans le choix que le Premier ministre Ousmane Sonko devra faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, d'après vous? Vous savez, la posture qu'il occupe aujourd'hui, Premier ministre du Sénégal, lui permet d'avoir l'œil sur presque l'ensemble des dossiers qui doivent être traités dans le pays. Je ne dirais pas que c'est une position privilégiée, mais en tout cas, c'est une position extrêmement intéressante, même si on le considère comme un fusil pour le président de la République, ce qui est également extrêmement important. Position privilégiée, non, mais aussi position fragile, si je vous entends bien. Vous m'avez bien compris, Suleiman. Position fragile, même si, comme on le dit dans ce pays, Sonko, Diomaye et Sonko et Diomaye. Donc la fragilité, elle est extrêmement relative sur ce plan-là. Mais en tout état de cause, le travail qu'il est en train d'abattre au niveau de la primature est extrêmement importante. Un choix maintenant est à faire. N'est-ce pas? C'est lui qui a conduit une campagne qui lui permet aujourd'hui d'avoir une large majorité extrêmement écrasante à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Abdou Fattah, je reviens à vous tout à l'heure, Pape Amadou, si vous le permettez. Juste sur la même question que celle que je viens de vous poser. Abdou Fattah Fall, quels sont les avantages et les inconvénients de l'un ou l'autre poste pour le Premier ministre Ousmane Sonko, et dans lequel de ces deux postes y a-t-il le plus, plus d'avantages que d'inconvénients, selon vous? Bon, ça dépend de la perspective que vous voulez convoquer. Parce que si aujourd'hui au Sénégal on avait été dans un état où on est déjà habitué à la stabilité, un long fleuve tranquille en fait, et où le rôle de l'Assemblée nationale serait uniquement confiné au niveau de l'arbitrage budgétaire et au contrôle de l'action gouvernementale, on pourrait se dire que voilà, Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale et Bassirou Diomaye à la présidence, ce serait le duo parfait pour conduire les affaires. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un environnement où, ne l'oubliez pas, il y a une incongruité congénitale là qui a accompagné ce régime. C'est que l'homme fort du régime n'est pas le chef de l'État, parce qu'il n'a pas pu se présenter, mais celui qui l'a présenté a pu gagner et aujourd'hui est chef de l'État. Alors, ça donne quoi? Il y a un petit problème de capacité à traduire dans les faits immédiatement sa pensée en termes de politique. Sauf si jusqu'à présent, on dit que le slogan Diomaye Mo Sonko et Sonko et Moy Diomaye est vrai à 100%. Or, à observer notre histoire récente, à observer la trajectoire des deux personnes, à analyser leur caractère, on peut avoir un préjugé favorable, mais on n'est pas aveugle non plus sur le fait qu'il y a certainement des gens qui vont se donner de la peine pour les séparer. Et si jamais on les sépare, c'est là que la position de Ousmane Sonko aujourd'hui est un peu compliquée, parce qu'il n'est pas à douter que c'est lui l'homme fort du régime. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas lui le président de la République, et il y a tellement de promesses qu'il a faites, et il y a tellement de dossiers qui attendent, particulièrement au niveau de la reddition des comptes, par exemple, comme au niveau de la pacification de l'espace national. Ce sont des dossiers qui doivent être conduits, et pour la meilleure stratégie, il faudrait que lui reste Premier ministre. Maintenant, c'est là que l'on convoque ce problème de caractère, ce problème de positionnement au niveau de l'échiquier, parce qu'on l'a vu 2 ou 3 fois derrière. Il y a eu à avoir au moins des incompréhensions entre son discours et le discours du président. Je pense que vous vous en rappelez. N'est-ce pas? Si cela va en s'exacerbant, ça peut poser un problème dans un proche avenir. Mais si les deux arrivent à faire abstraction de leur caractère, de leur propre personne, pour mettre au devant l'intérêt du projet qu'ils ont défendu jusqu'à présent, tout pourrait se passer pour le mieux pour le Sénégal. N'est-ce pas? Papa Amadou Fall, vous évoquiez tout à l'heure le raz-de-marée de Pastef à ces élections-là.
On peut imaginer que si cela devait avoir un sens, que cela augmente le pouvoir de négociation, la capacité d'influencer les choses, s'il reste encore des marges à Ousmane Sonko. Est-ce que cela va déterminer ou changer quelque chose dans sa relation avec le président Bassirou Diomaye Faye, au-delà du slogan Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye? Mais Ousmane Sonko est l'homme fort de ce pays. Il faut le dire haut et fort et l'accepter. Il l'était déjà, mais est-ce qu'il sort encore plus fort et quelle serait la conséquence dans cette relation-là? Mais la conséquence dans cette relation, je pense qu'on pourrait s'attendre particulièrement à un renforcement, non pas de l'autorité de l'un ou de l'autre sur celui-ci ou celui-là, mais surtout une meilleure entente. En tout cas, les militants et surtout l'ensemble des citoyens sénégalais souhaiteraient surtout qu'il y ait une complicité beaucoup plus renforcée entre les deux hommes. Et c'est à ce niveau qu'on peut se dire que, ayant presque le pouvoir déjà entre les mains, même si de manière factice, qu'il reste comme Premier ministre ne devrait pas trop le gêner, parce qu'il a pris des engagements vis-à-vis du pays, et en étant près du président de la République, il aura l'opportunité de pouvoir mieux le rappeler, voire même exécuter tout cela en tant que chef du gouvernement. Maintenant, la posture de président de l'Assemblée nationale peut être extrêmement intéressante, dès lors que dans le projet de PASTEF, ne l'oublions pas, il s'agit de diminuer les pouvoirs du président de la République. Et les changements constitutionnels qui vont être faits donc sur ce plan-là vont venir renforcer les pouvoirs, c'est ce qu'on attend, du président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je pense qu'il y a une analyse plus fouillée à faire, particulièrement dans l'attente de voir qu'est-ce qui va être rogné comme pouvoir auprès du président de la République et qu'est-ce qui va venir renforcer les pouvoirs du président de l'Assemblée nationale. Alors, Abdou Fattah Fall, en dehors du rapport, je dirais pas rapport de force, mais du rapport entre les pouvoirs du Premier ministre, de l'exécutif, de l'institution gouvernement et les pouvoirs de l'institution président de la République, il y a également le rapport entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que quand l'Assemblée nationale fonctionne comme il se doit, il y a quand même un pouvoir qui peut être assez significatif sur le gouvernement, cette capacité à entendre les ministres, à contrôler l'action du gouvernement, etc. C'est justement ça la difficulté de l'équation. Est-ce que Ousmane Sonko serait plus à l'aise dans cette posture de supervision, entre guillemets, du pouvoir gouvernemental, ou autrement dit, est-ce qu'il sera à l'aise à la tête du gouvernement devant une Assemblée nationale où il pourrait être amené lui-même ou ses ministres à aller devoir répondre devant les représentants du peuple? Partant du principe de rupture qu'il a prôné depuis qu'il a investi le champ politique sénégalais, et aujourd'hui qu'il est au pouvoir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, c'est un peu comme s'il était dans une position d'initialisation ou de réinitialisation des politiques publiques, en considérant qu'on doit aller dans de nouvelles directions. Et deuxièmement, qu'il faut revoir les comportements, qu'il faut revoir les postures, et la reddition des comptes, que quelque chose comme la reddition des comptes puisse devenir une réalité et une constante. Par rapport à ça, qu'il aille au niveau de l'Assemblée nationale peut paraître un peu éloigné, alors que en tant que Premier ministre, il est à l'origine même des politiques, il est à l'origine même de l'action gouvernementale dans son prime abord, là où elle commence. Là, ce serait beaucoup plus intéressant pour lui parce qu'il y a des choses à initier. C'est ça le souci. Si on avait été dans un État qui couvre de sources, qui est stable depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a plein de choses
à initier ou à réinitier. Et en tant que patron, en tant que visionnaire, c'est quelqu'un qui a proposé la vision, la politique de PASTEF depuis tout ce temps-là. Le cœur de pouvoir actuellement pour lui, puisqu'il n'a pas pu être président, c'est vraiment la primature. Définir cette politique-là, en discuter tout le temps avec le président et conduire l'équipe gouvernementale à l'appliquer avec la plus grande efficacité. N'est-ce pas? Par contre, comme disait comme disait monsieur Fall, au niveau de l'Assemblée nationale, l'intérêt réside dans le fait que les lois qui doivent être votées maintenant ou les lois qui doivent être revues vont peut-être donner lieu à certains échanges, hein, même si on pense que ce sera une assemblée monocolore. Il ne faut pas oublier que la moyenne d'âge des nouveaux députés, elle est assez basse, hein, et que ce sont des gens... On n'est jamais à l'abri d'un député ou de plusieurs députés turbulents. Même plus, parce qu'il ne faut pas l'oublier. En fait, Ousmane Sonko aujourd'hui a des inconditionnels. Mais le problème avec des inconditionnels, c'est que quand ils vous combattent, ils vont être de la même verve que quand ils étaient avec vous. N'est-ce pas? C'est ça le souci. Et si jamais, à l'épreuve du pouvoir, à l'épreuve du temps, il y a certaines promesses là qui s'éloignent, etc., avec l'activité, écoutez, hein, les amis d'aujourd'hui, demain, ils peuvent se révéler être les plus grands adversaires. Sans compter, on ne sait pas si Ousmane Sonko aurait, je mets ça au conditionnel, aurait le sens de la diplomatie nécessaire quand on tient le perchoir à l'Assemblée nationale pour notamment réguler le fonctionnement de cette Assemblée tel qu'on la connaît. En tout cas, merci à tous les deux. Abdou Fattah Fall, à l'instant, analyste politique, et Papa Amadou Fall, analyste politique et directeur de publication du magazine La Gazette. On vous retrouve tous les deux dans la version Wolof de ce débat. Ce sera dans un peu moins d'une heure. Pour l'instant, il est 12h52 et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée. El Hadj Ndiogoudien à la rédaction en chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Amadine Ndiaye, à la production Cher Tidiane Senghor. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogoudien pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.